Madame, Monsieur, bonjour. Le sommaire de cette édition, Goodluck Jonathan en campagne pour la présidentielle de février. Le président nigérian a choisi le fief de l'opposition à Lagos pour se lancer dans la bataille. Les Égyptiens seront aux urnes du 21 mars au 7 mai prochain pour les élections législatives, élections que le président Al-Sisi est assuré de remporter. Enfin, nous irons à la découverte des voitures intelligentes connectées. Elles font l'objet de toutes les attractions au salon de l'électronique de Las Vegas. Bienvenue dans cette édition que nous démarrons par une information sportive. Le milieu de terrain ivoirien de Manchester City, Yaya Touré, est devenu le premier joueur à remporter 4 fois d'affilée le trophée de joueur africain de l'année. C'était hier jeudi à Lagos, au Nigeria. Touré a égalé le record des 4 sacres du Camerounais Samuel Eto'o, mais il est le premier à être désigné 4 fois consécutivement par les 56 sélectionneurs ou directeurs techniques nationaux du continent. Voici les premières impressions de l'homme. Ça fait toujours plaisir d'être récompensé chaque fin d'année, vous savez, parce que c'est encourageant, ça vous donne envie de continuer de travailler et en même temps on sait que les choses vont devenir de plus en plus difficiles, mais c'est de s'accrocher et puis penser positif toujours. J'avais des adversaires en face qui méritaient. Je crois que Aubameyang et Vincent ont fait quand même une super saison. C'est vrai que bon voilà, avec beaucoup de persistance, beaucoup de travail, j'ai su faire la différence. Mais bon, je crois que c'est de bon augure pour la suite. Toujours à Lagos, fief de l'opposition nigériane, le président Goodluck Jonathan, candidat à la présidentielle de mi-février, a lancé sa campagne hier jeudi. Le premier meeting du président nigérian sortant intervient dans un climat politique extrêmement tendu dans le pays. Le groupe islamiste armé Boko Haram aurait en effet entièrement détruit 16 villes et villages des rives du lac Tchad dans le nord-est du pays au cours d'un nouveau raid mené mercredi dernier. Selon des témoins, plusieurs personnes auraient été tuées au cours de ce raid. Une situation qui vient donc faire monter davantage la tension dans ce pays à 5 semaines d'une présidentielle annoncée comme la plus serrée depuis le retour à la démocratie en 1999 du pays le plus peuplé du continent africain. Rendons-nous maintenant au Zimbabwe. Morgan Tsvangirai, le principal opposant au régime de Robert Mugabe, a sacrifié à la tradition de présentation des vœux de Nouvel An lors d'une conférence de presse. Le président du mouvement pour le changement démocratique a saisi l'occasion pour appeler les forces démocratiques du pays à former une alliance devant servir à faire pression sur le président Robert Mugabe afin que la situation économique du pays s'améliore. Reportage. Morgan Tsvangirai, défenseur de l'économie zimbabwéenne. À l'occasion de sa présentation des vœux de Nouvel An, le président du mouvement pour le changement démocratique a peint un tableau accablant de la situation économique de son pays. Nous sommes au beau milieu d'une très sérieuse crise nationale. Le revenu national a diminué. Le gouvernement a du mal à payer ses travailleurs. Le chômage a continué sur sa lancée au cours des 18 derniers mois. Il s'agit maintenant d'une menace pour la stabilité nationale. 10% de la main-d'œuvre nationale a perdu un emploi alors que les compagnies continuent à fermer. Près de 60 000 travailleurs ont perdu leur travail à cause de la fermeture de leur compagnie. Pour Morgan Tsvangirai, la situation économique du Zimbabwe est critique et mérite une réponse urgente. Aussi appelle-t-il à l'unité et au rassemblement afin qu'une solution soit trouvée à la crise à laquelle le Zimbabwe se trouve confronté.
En Égypte, les élections législatives auront lieu du 21 mars au 7 mai prochain. C'est ce qu'ont annoncé hier les autorités du pays. Ce scrutin essentiellement symbolique devrait être remporté par le président Abdel Fattah al-Sisi qui dirige ce pays d'une main de fer. Ceci après avoir éliminé toute opposition de la scène politique et destitué l'islamiste Mohamed Morsi. Ce dernier qui encourt la peine de mort dans l'un de ces 3 procès pour incitation au meurtre de manifestants sera fixé sur son sort le 21 avril prochain. Registre santé à présent, le nouveau chef de la mission de l'ONU pour la lutte contre Ebola dénonce un problème de coordination entre les acteurs de la lutte au Libéria. La régression apparente du fléau par endroits n'est pas, selon lui, une raison pour les acteurs de baisser de vigilance. J'ai été très impressionné par son Excellence la Présidente sur son intérêt porté à cette problématique, à quel point elle est impliquée et combien elle y consacre des ressources, de l'énergie et du temps. Il y a beaucoup d'acteurs qui arrivent avec de très bonnes intentions, mais nous sommes trop nombreux. Vous savez, parfois, lorsqu'il y a trop de cuisiniers, c'est très difficile d'obtenir un repas. Donc, nous devons nous organiser et mieux nous coordonner. Et l'UNMIE a un rôle majeur à jouer. En France, la traque des suspects de l'attentat de Charlie Hebdo se poursuit, de même que les manifestations d'hommage aux victimes de cette fusillade qui a fait, vous vous en souvenez, 12 morts. Au commissariat central de police de Marseille hier jeudi était présent le frère de l'un des policiers tués. De Londres à Hong Kong, en passant par Moscou et Istanbul, ou même les États-Unis, où Barack Obama a signé le livre de condoléances à l'ambassade de France à Washington, eh bien, la sanglante attaque contre l'hebdomadaire satirique français a suscité une vague d'émotions dans le monde entier. Personnalités anonymes se sont réunies pour rendre hommage aux victimes de cette fusillade donc, dont les auteurs sont toujours activement recherchés par la police française. Les images. Une cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat de mercredi, ponctuée par une minute de silence, organisée au commissariat central en présence de représentants de tous les corps de la police et des gendarmes. Cérémonie à l'issue de laquelle le frère de Franck Brinsolaro, abattu alors qu'il assurait la protection du dessinateur Chab, s'est exprimé. La France entière se mobilise contre ça. On ne peut pas comme ça porter atteinte à la liberté d'expression, porter atteinte à l'autorité de l'État. Mes pensées vont bien sûr à mon frère, mais également à son collègue qui est décédé. Philippe Brinsolaro, qui est lui aussi policier à Marseille, a rendu hommage à tous les corps de la police et des gendarmes. La sensation que la police est parfois mal comprise par les citoyens, mais il ne faut pas oublier que le geste d'hier témoigne que, quoi qu'il en soit, un policier en toute occasion saura s'interposer lorsqu'il faudra qu'il protège la nation. Et aujourd'hui, je veux rendre hommage à tous mes collègues, à tous ceux qui tous les jours se lèvent et vont faire un métier difficile. Je voudrais leur dire qu'ils pensent à leur famille. On prend des risques, mais qu'on sache profiter de notre famille quand on est avec eux. Voilà. 12 personnes, dont les dessinateurs emblématiques Cabu et Wolinski, ainsi que 2 policiers ont été abattus mercredi dans une attaque à la Kalachnikov contre le journal satirique Charlie Hebdo, objet de menaces constantes depuis la publication de caricatures de Mahomet fin 2011. La sanglante attaque contre l'hebdomadaire satirique français a suscité mercredi l'horreur au sein de la communauté internationale, politique et médias confondus, fustigeant une atteinte à la liberté d'expression. De Tokyo à Washington, de Moscou au Qatar, les responsables et chefs d'État ont multiplié les messages de soutien à la France et exprimé leur répulsion. Alors que la France pleure les 12 morts de l'attentat contre Charlie Hebdo, une autre fusillade s'est produite dans la banlieue sud de Paris hier jeudi. L'attaque qui s'est produite plus précisément à Montrouge a fait 2 blessés, dont une policière municipale qui a finalement succombé. Voici les images. Au lendemain de l'attentat contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo qui a fait 12 morts mercredi à Paris, un homme porteur d'un gilet pare-balles
d'une arme de poing et d'un fusil mitrailleur a ouvert le feu ce jeudi sur les victimes. La policière française blessée jeudi dans cette fusillade à Montrouge, à la périphérie sud de Paris, est décédée dans la matinée. Une autre personne blessée, un employé municipal, se trouve dans un état jugé sérieux de sources policières. Vers 7 h du matin, une bonne femme est venue dans la boulangerie avec son enfant, m'a dit que ça tire. Elle m'a laissé son enfant. Par contre, elle est sortie et un monsieur s'est mis à courir en me disant que dehors ça tire. Oui, que dehors ça tire. Et il m'a dit de fermer la porte à clé, enfin les portes à clé, c'est ce que j'ai fait. Et au bout de 5 minutes, j'ai ouvert. J'ai vu une bonne femme par terre allongée. Et au bout de 20 minutes après, il y a les pompiers et la police qui sont arrivés. Un peu bizarre parce que quand elle a laissé son enfant, elle est sortie tout de suite après en fait. C'est ça qui est bizarre. Elle n'est pas restée dans la boulangerie en fait. Et l'enfant ? Et l'enfant est resté dans la boulangerie. Et après ? Et la dame est sortie et 5 minutes après, elle est revenue chercher son enfant. Au moment où je suis arrivé, je n'ai vu que des camions de pompiers, plein de camions de pompiers et des policiers. Et une personne qui était par terre, qu'ils étaient en train de réanimer. C'est tout ce que j'ai vu. L'auteur de cette attaque est toujours en fuite d'après le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Un homme de 52 ans a été interpellé peu de temps après la fusillade, mais visiblement ce n'était pas le bon. À Montrouge, le périmètre de sécurité qui avait été mis en place a été élargi. La brigade de recherche et d'intervention de la police est sur place, lourdement équipée. La tension est évidente. Selon des sources proches du dossier, aucun lien formel ne peut être établi à ce stade avec l'attentat sanglant de la veille contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo qui a déclenché une gigantesque traque en France pour retrouver 2 suspects. Bernard Cazeneuve a appelé à la maîtrise et au sang-froid pour faciliter le dénouement des enquêtes en cours dans les meilleures conditions. Elles se conduisent toutes seules, elles se garent toutes seules et viennent vous retrouver quand vous leur donnez l'ordre de vous rejoindre. Elles, ce sont les voitures du futur qui se sont donné rendez-vous au salon de l'électronique de Las Vegas, un salon devenu maintenant incontournable pour les constructeurs automobiles. Conduire sans les mains et sans les pieds dans les rues de Las Vegas. Cette voiture modifiée par l'entreprise française Valeo peut gérer toute seule la conduite sur autoroute ou dans un bouchon. Ses capteurs lisent la route pour rester dans la bonne file et maintenir sa vitesse, voire freiner si besoin. Le plus dur risque d'être de convaincre les conducteurs. Qui n'a pas rêvé, dans une autoroute un peu ennuyeuse, très longue, de pouvoir se déconnecter ou de se relaxer. Donc ces séquences-là, qui sont finalement celles que nous proposons, seront vite acceptées. Par contre, pour les situations potentiellement plus dangereuses, comme les intersections, comme des situations à risque, on pense qu'il faudra plusieurs générations de véhicules avant que ce soit vraiment accepté par le grand public. Signe de la présence importante de la technologie dans le secteur automobile, c'est au salon CES de Las Vegas que certains constructeurs présentent désormais leurs nouveaux modèles. C'est le cas de Mercedes par exemple avec ce concept car futuriste qui vous emmène automatiquement à votre destination. Nous voulons montrer jusqu'où peut aller la mobilité. 2 des choses les plus importantes que nous pouvons rendre aux gens, c'est le temps et l'espace. Comme ça, ils peuvent se concentrer sur ce qu'ils veulent faire, travailler, se reposer, passer un appel vidéo, dormir, tout en se rendant d'un point A à un point B. Le grand rival de Mercedes, BMW, présentait lui à Las Vegas une autre innovation, la voiture qui vient vous chercher et qui se gare toute seule. Il suffit de l'appeler avec votre montre. Imaginez que vous arrivez au parking, eh bien vous sortez de votre voiture, vous appuyez sur un bouton sur votre montre et cela envoie un signal à la voiture qui va ensuite se promener de manière entièrement automatique dans le parking jusqu'à ce qu'elle trouve une place libre. Ensuite, elle se gare toute seule. Là aussi, on parle encore de prototypes, mais d'ici quelques années, certaines de ces innovations risquent bien de devenir réalité. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ces belles innovations que nous mettons un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez une très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. Au revoir.